Je vais faire un peu comme notre ex-président de la République qui avait tendance à baisser un peu toujours les micros quand il arrivait. Bien, bonjour à tous, on va commencer cette présentation dès maintenant pour essayer de commencer à l'heure, bien évidemment, respecter le timing. Très rapidement, je me présente, je m'appelle Pascal Lecoq, je dirige les services data center chez HP France avec une responsabilité France et Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, dans la partie, on va dire, conception, réalisation, maintien en conditions opérationnelles de data center. Cette présentation, donc, je préviens ou je vous rassure, selon votre attente, ne sera pas une présentation de produit. On n'est pas là pour faire une présentation d'offres, de produits ou de solutions, mais plutôt pour poser des problématiques et tenter d'expliquer ce qui nous amène à la situation où on est à l'heure actuelle, ce qu'on doit gérer dans la problématique des data centers et ce que l'on entrevoit en essayant de ne pas lire dans la boule de cristal sur ce que sera l'informatique et en particulier le edge computing et leur application au edge data center, si possible dans les quelques années qui viennent. Alors pourquoi cela ? Tout d'abord, en premier lieu, si on peut dire, et pour reprendre une phrase célèbre, on vit une époque formidable. Une époque formidable où on voit un monde où tout devient intelligent, où tout est intelligent, et je ne parle pas uniquement de la race humaine ou des espèces animales, tout est intelligent avec à la fois, je dirais, des capacités de connexion que l'on n'a jamais connues jusqu'à présent. On parle maintenant de 5G, bien évidemment, on parle de connectivité ultra rapide, on développera ce que c'est, où on a affaire aussi à des capacités de traitement et de computing que l'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et nous, ce que l'on constate effectivement depuis quelques temps, c'est que de plus en plus d'entreprises qu'on ne voyait pas sur ce marché-là lancent des cahiers des charges, lancent des consultations pour s'équiper ce qu'on appelle en HPC, d'accord, c'est-à-dire en supercalculateur, en high performance computing, qui étaient des domaines réservés jusqu'à présent, on va dire, à la recherche, à l'énergie, au trading bancaire, à ce genre de choses-là. Pourquoi ? Parce que ces supercalculateurs vont être utilisés pour mouliner, pour analyser la quantité de plus en plus gigantesque de données qui sont générées par qui ? Par nous. Nous sommes nos premiers, alors je ne sais pas, fossoyeurs ou enablers, selon comment on peut considérer la chose, en positif ou en négatif, de cette évolution. Et bien sûr, la mise à disposition d'applications qui sont de plus en plus axées aux besoins des utilisateurs dans tous les domaines des utilisations, ce qu'on appelle maintenant un petit peu vulgairement l'expérience utilisateur. Alors en fait, cette conurbation de 4 phénomènes qui sont l'accès aux données, l'accès au traitement, la capacité de stockage des données, ainsi que ces applications qui sont de plus en plus agiles, qui sont de plus en plus évolutives, mises à disposition sous forme de ce qu'on appelle de microservices. C'est la première fois, je dirais, dans l'histoire de l'humanité qu'on se retrouve confronté à ce phénomène avec ces 4 paramètres en même temps. Sociologiquement, ça nous ramène aussi à parler de 2 phénomènes qui sont analysés depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans par certains sociologues. Le premier qui est jusqu'à quelle limite peut-on aller ? Est-ce que la technologie est maintenant limitante ? D'accord ? C'est ce qu'on appelle le phénomène du PFH. Ça vous dit quelque chose, le PFH ? Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui savent et ils n'ont pas le droit de répondre. Le PFH, c'est apparu effectivement l'année dernière dans quelques publications. C'est ce qu'on appelle le putain de facteur humain. Et le putain de facteur humain en sociologie, c'est jusqu'où l'humanité va pouvoir, jusqu'où les hommes vont pouvoir inventer de nouveaux besoins utilisateurs qui ne sont plus freinés par la technologie. Parce qu'on a l'accès au réseau, parce qu'on a la capacité de traitement, parce qu'on a la capacité de stockage et parce qu'on a la capacité de développer très rapidement des applications qui peuvent servir de nouveaux usages. À côté de ça, le deuxième paramètre, un petit peu en lien avec cet aspect sociologique et qui explique ces besoins-là des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle la société de l'hypermnésie.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne suis pas du tout responsable de la terminologie. Ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle Jacques Attali et qui expose en fait, de plus en plus, l'homme et l'évolution de la société va vouloir stocker et enregistrer l'historique de ces données pour pouvoir tout simplement avoir accès, et un accès illimité, à toutes les données qu'il a pu produire, ne serait-ce que pour son besoin privé. Le premier exemple, c'est vous tous, je pense, avec les photos. Et les photos qui sont sur le cloud, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de cloud. Donc tout ça, ça génère des besoins qui sont de plus en plus gigantesques et qui ont besoin d'être traités à différents endroits. Et on va voir pourquoi et quels sont ces différents endroits. Alors tout ceci, en fait qu'en termes d'architecture, on va dire IT, d'architecture applicative, on va se retrouver avec des applications qui sont partout. On parlait tout à l'heure de microservices. Les applications ne sont plus, et c'est terminé, les applications client-serveur telles qu'on les connaissait avant. Un bon gros, excusez-moi pour SAP, SAP a évolué, mais un bon gros SAP avec un bon gros serveur SAP et sa base de données et des clients lourds ou même des clients légers distribués, c'est terminé. Les applications sont composées de microservices, ce qu'on appelle maintenant aussi dans des containers, d'accord, qui sont développés en un tour de main, en un clin d'œil, qui sont mis à disposition des utilisateurs et qui, s'il faut, dans 1 mois, 3 mois, n'existeront plus. Parce qu'elles correspondent à une campagne marketing, parce qu'elles correspondent au lancement d'un nouveau produit, à la commercialisation d'un produit, qui lui-même a une durée de vie très limitée. D'accord ? Les opérateurs télécoms utilisent ça énormément, mais aussi maintenant, on va dire, les fournisseurs de services tout simplement de gestion commerciale, par exemple, sur Internet. Les données sont partout, et les données auront besoin d'être partout, mais avec différents niveaux de traitement. Et si vous voulez bien comprendre le edge computing, il faut bien comprendre la différenciation entre des données qui auront une certaine volatilité et qui auront besoin d'être stockées localement pour un besoin volatile, d'accord, et des données qui seront centralisées et remontées vers des data centers beaucoup plus centraux dans des buts d'historisation et de traitement à beaucoup plus gros volume. Et les deux ne sont pas antinomiques, c'est-à-dire que on lit parfois que l'avenir c'est le edge data center, c'est le micro data center. Non, les deux vont coexister et vont même se marier, ils ne seront pas concurrents. C'est pas parce qu'on va installer 100 edge data center en France qu'on va arrêter les autres data centers. Ils vont coexister et ils vont même parfois mouliner les mêmes données mais dans des buts différents. Par rapport à ça, un des principaux axes de développement de ces sociétés de services qui vont supporter ce edge computing vont devoir ce qu'on appelle apporter des services au niveau de l'IT et apporter des services au niveau du edge et du data center. Au niveau de l'IT, c'est ce qu'on appelle l'hybride IT. Je ne vais pas faire une présentation ici sur l'hybride IT, mais cette dichotomie qu'on va avoir entre le edge data center et le data center central, on va retrouver la même dichotomie au niveau de l'infrastructure IT, avec ce qu'on appelle une infrastructure IT hybride, qui sera composée de différents niveaux de cloud, puisqu'on va en fait, j'aime pas trop ce mot, mais cloudifier toute l'infrastructure d'accès aux données, de traitement de données. Donc c'est vrai que nuagéifier, ça ne le fait pas trop, alors j'aime bien franciser les termes, mais malheureusement. Donc mettre en cloud des infrastructures de manière hybride, avec des accès cloud, on va dire, plus locaux, et des accès cloud qui vont être beaucoup plus publics et large bande sur les gros data centers. Et donc, en parallèle de ça, la mise en place d'infrastructures de type Edge, on va voir de quoi c'est composé tout à l'heure, qui vont nous permettre d'apporter le premier traitement intelligent des données, donc avec un véritable traitement intelligent. Il ne s'agit pas uniquement de servir passerelle d'accès à des gros data centers, mais véritablement de faire des traitements, et en particulier sur la localité, la localisation de l'utilisateur et de l'application. Alors, je vais vous parler un petit peu là
d'usage et de cas d'usage. D'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient tout simplement du fait que on ne développe plus une application parce que une entreprise, par exemple, a décidé de commercialiser un produit, et uniquement ça, évidemment c'est un cas d'usage qui existe toujours, et heureusement, mais parce que des utilisateurs ont besoin de cette application. D'accord ? Typiquement, alors c'est vrai qu'on parlait, je crois qu'on parlait tout à l'heure dans une autre présentation, excusez-moi, là aussi c'est un peu comme Frigidaire, c'était une marque et c'est passé dans le domaine commun, de Uberisation, d'accord? Alors peu importe ce qu'on pense d'Uber, c'est pas le problème, mais ça a remis en cause, on va dire, le transport privé. Comment? À partir de l'analyse d'un besoin utilisateur. Celui qui a fondé Uber, il n'a pas fondé Uber en se disant « Tiens, j'ai une idée, je vais éliminer les taxis de la surface de la planète et je vais mettre des réseaux de conducteurs avec leurs propres voitures, etc. etc. » C'est pas ça. C'est juste qu'il s'est retrouvé un jour sous la pluie, confronté à un problème de taxi qui n'arrivait pas et qui s'est dit bah, « Tiens, j'ai un besoin utilisateur qui est de créer un autre mode de transport des personnes. » Tous ces modes collaboratifs, ce sont des modes qui viennent de cas d'usage. Airbnb aussi, Blablacar aussi, parlons en français, d'accord? Donc Blablacar, ça vient aussi de là, c'est un besoin utilisateur. Donc ce sont ces cas d'usage, besoins utilisateurs, qui génèrent maintenant en premier ces nécessités de edge computing et de edge data center. Alors, dans ce domaine-là, on va dire, qu'est-ce qui génère, parce qu'il faut bien se rendre compte que derrière, il y a du business, ce ne sont pas que des entreprises philanthropiques. Qu'est-ce qui génère ce business? Ce qui génère ce business, c'est vous, c'est la masse, d'accord? C'est l'humain. Et donc l'objectif, c'est d'adresser le plus grand marché potentiel. Donc le plus grand marché potentiel, il ne faut pas se leurrer, ce sont les utilisateurs de smartphones maintenant. Et quand vous avez un microservice qui est développé, dites-vous qu'à l'heure actuelle, une application business est développée en premier pour le smartphone, après pour la tablette, en troisième pour le PC. C'est systématique et c'est comme ça. D'accord? Alors, ce qu'on appelle ce domaine générateur de ce phénomène, qui sont les large venues, donc qui sont les espaces publics accueillant beaucoup de personnes à la fois, sont les premières cibles de développement de ce edge computing. Donc quelques exemples de large venues, ce sont par exemple, on a cité ici les musées qui sont de plus en plus équipés d'infrastructures avec des objets connectés pour pouvoir vous guider et par exemple faire en sorte, ça c'est demain, ça existe déjà dans certains musées, je ne veux pas faire de publicité, mais notamment qui ont ouvert très récemment, donc équipés des dernières technologies, en lien avec un musée français très connu, qui est que vous avez votre application sur votre smartphone, le Louvre connecté, et vous, hier soir, tranquille, dans votre chambre d'hôtel, vous avez défini votre circuit de visite. Et quand vous allez arriver, vous allez être géolocalisé dans votre parcours qui va vous guider au fur et à mesure des œuvres que vous avez choisi de visiter et en vous expliquant en même temps tout ce que vous pouviez avoir avec les oreillettes que vous, avant, vous louiez fort cher et qu'il fallait ramener avec une caution, etc. etc. Donc, type d'application au musée. Autre large venue, c'est Air Transportation et les stades. Alors, pourquoi on a cité ici la partie Air Transportation? Le PDG de Virgin a dit l'année dernière que d'ici 5 ans, le vrai micro-data center, en fait, c'est un micro-data center avec des ailes, c'est un avion. Et pour lui, conserver, pourquoi est-ce qu'il a conservé Virgin Air, donc sa compagnie aérienne, c'est pas pour exploiter des avions. Exploiter des avions, c'est pas rentable pour lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut en faire? Il veut faire de ces avions des centres commerciaux avec des ailes. Pourquoi? Le transport aérien mondial, ça représente, vous avez une idée à peu près du nombre de passagers annuels transportés par voie des airs en avion? C'est 5,5 milliards de passagers au monde par an. Qui sont quoi? Qui sont des consommateurs captifs. Parce que quand vous êtes dans un avion, qu'est-ce que vous avez d'autre comme choix que
alors pour quelques fous de travailler sur leur PC, et pour quelques autres de regarder les films qu'il y a, et sinon, rien faire, s'emmerder, lire un livre, etc. Donc son idée, et pas que la sienne, c'est par exemple de développer effectivement la VOD, mais de la vraie VOD, pas uniquement un stockage de 50 films qui ne sont pas forcément les derniers sortis, etc. Donc avec un accès beaucoup plus important sur de la VOD, mais aussi du commerce en ligne. C'est-à-dire que dans les avions, vous n'allez plus avoir le catalogue Air France pourri avec les 10 dernières pages de produits qui ne vous intéressent pas, mais vous aurez potentiellement accès à une plateforme Amazon en ligne où vous pourrez commander des produits Amazon qui seront disponibles dans la centrale logistique d'Amazon qui est à côté de Roissy, et quand vous allez atterrir, vous récupérerez vos bagages et en même temps ce que vous aurez commandé sur Amazon. Elle est pas belle la vie? 5,5 milliards de consommateurs potentiels par an. Intelligent Space aussi, les stades connectés qui vous guident à votre place, où vous pouvez commander en restant assis votre bière et vos cahuètes, où vous pouvez suivre des replays de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas bien vu l'essai des All Blacks parce que vous étiez en train de discuter avec votre copain, vous pourrez faire du replay, etc. Tout un tas d'expériences utilisateurs disponibles. Alors bien évidemment, la partie industrielle n'est pas oubliée. On voit, nous, grand public, la partie émergée de l'iceberg, je dirais, qui est ce qui va être disponible comme microservice aux utilisateurs de smartphones. Il faut vous dire que les machines deviennent connectées. Et les machines ont un pouvoir de connexion et de génération de données et de trafic qui est nettement plus important qu'un humain. D'accord ? Et donc, dans tout le domaine industriel, on commence à voir maintenant des machines qui sont de plus en plus connectées, avec de plus en plus de capteurs, pour optimiser évidemment le processus industriel, diminuer les coûts derrière, diminuer les problématiques de maintenance, etc. Et peut-être que détecter que le système de transfert de sources qui devait alimenter depuis les groupes électrogènes un certain data center dans l'est de la France la semaine dernière, il avait un problème de défaillance depuis le dernier essai qui a eu lieu il y a 3 mois. Donc ces machines connectées vont aussi contribuer, donc là ce qu'on appelle l'industrial IoT, le I2EOT, qui va être capable de gérer beaucoup plus de données que l'humain. Et ça ne peut pas transiter par le réseau mondial. Donc il faut absolument développer des data centers de proximité pour l'industrie aussi. Donc le shop floor par exemple d'une usine de fabrication d'automobiles, la centrale nucléaire ou que sais-je, qui va avoir son Edge Data Center et qui va gérer ces données intelligentes de maintenance par l'industrial IoT. Alors tout ceci maintenant, en fait, si vous voulez, grosso modo, comment est-ce que c'est architecturé, en 2 mots, si on prend par exemple ce qu'on appelle une large venue, d'accord, donc un centre commercial, okay, ou un stade, vous allez avoir besoin effectivement d'une architecture IT qui n'est pas très complexe, qui va être sur la base d'objets connectés et de beacons, ce qu'on appelle les beacons, ce sont les fameux objets disséminés un petit peu partout, qui fait que quand vous allez rentrer dans un centre commercial, on va dire coucou monsieur Dupont, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous voulez, je peux vous proposer une promotion sur les chaussures de sport de telle marque ou sur les parfums de telle marque, parce que le centre commercial, c'est en vous ayant identifié que la dernière fois vous avez acheté ça, que vous avez tel profil commercial, etc., etc. Donc il faut des applications mobiles, bien évidemment, il faut de la sécurité, bien évidemment, et il faut une plateforme applicative. Ces plateformes applicatives, sous forme de microservices, et avec un premier niveau de big data, il faut du stockage de données, sera stocké localement sur le petit Edge Data Center qui peut être une simple baie, comme le disait très bien Madame tout à l'heure, en fonction de la volumétrie à traiter, qui peut être un micro data center de simple baie. Et c'est là qu'on voit maintenant la dichotomie du besoin de ce Edge Data Center et de l'infrastructure IT qui va supporter ces microservices et ces systèmes de données. Grosso modo, quand
quand on analyse toutes les couches que va traverser une donnée depuis sa génération, depuis un objet connecté, on a grosso modo en fait 5 niveaux. Donc, depuis l'objet connecté, ensuite par un système, donc ce qu'on appelle le stage 1 de sensor, puis par un système de premier contrôleur de données, quelque part de routeur, de hub, d'agrégation de données au niveau du Edge Data Center, et puis ensuite on allait au niveau du computing. Ce computing, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ce qu'on appelle le stage 3 ici, était chargé directement sur des data centers centraux. D'où les problèmes de temps de latence, par exemple, qu'expliquait Madame avant, tout à fait, et qui sont des choses tout à fait inadmissibles. Parce que nous, en tant qu'humains, quand on a notre smartphone au bout du doigt, on est tous humains et on a le doigt qui est nerveux. D'accord ? Et si la réponse, elle n'arrive pas tout de suite, ça ne nous plaît pas. Donc toute la partie pré-traitement, ce qu'on appelle le edge computing, a été décentralisée, a été mis off-site du site central avec un niveau de traitement, donc du traitement intelligent, avec le moulinage d'un certain nombre de données, et ce traitement intelligent lui-même va détecter, va analyser et va décider si la donnée, en fonction du profil du microservice, voire même de votre profil d'utilisateur au sein de ce microservice, doit être chargée en centrale parce que ça va être historisé et ça va servir à mouliner de beaucoup plus grosses bases de données, ou bien non. Ok ? Alors ce edge computing, c'est à beaucoup de niveaux. On a un projet par exemple à l'heure actuelle avec BMW, j'en terminerai avec cet exemple. BMW a détecté que, avant qu'il y ait les configurateurs sur Internet, un client, avant de passer commande de sa BMW, venait entre 6 et 7 fois en concession. D'accord ? Depuis qu'il y a le configurateur Internet, il vient en moyenne entre 2 et 3 fois jusqu'à l'acte de vente. La problématique, c'est que si vous n'arrivez pas à détecter un simple badaud qui se balade le samedi après-midi parce qu'il n'a rien d'autre à faire, d'un acheteur vraiment intéressé, vous risquez de louper une vente. Donc le projet de BMW, c'est quoi ? C'est d'avoir, on va dire, l'application BMW que vous aurez sur votre smartphone, parce que vous êtes déjà potentiellement un client BMW, ou bien tout simplement que vous êtes allé dans le configurateur et qu'on vous a proposé derrière de télécharger l'application. Et quand vous aurez configuré sur le configurateur votre BMW, si vous rentrez dans n'importe quelle concession BMW de France ou de Navarre, vous aurez des beacons qui vont détecter, tiens, il y a Monsieur Dupont, toujours le même, excusez-moi, qui vient de rentrer dans la concession. J'ai détecté qu'il y avait l'application BMW sur son smartphone, j'ai détecté que c'est Monsieur François Dupont, et j'ai détecté qu'il est allé 3 fois sur le configurateur et qu'il a un truc vachement abouti. Et là, je vais lui envoyer à lui directement, Monsieur Dupont, un commercial qui lui dit « Bonjour Monsieur Dupont, voulez-vous bien me suivre? J'ai vu que vous avez fait telle configuration, passez pour signer la commande. » Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de guetter les badauds. Voilà, donc un Edge Data Center, si vous voulez, en conclusion, sachez quand même que d'un point de vue infrastructure, elle a tout d'une grande pour pasticher les publicités, c'est-à-dire que même si c'est une simple baie, elle dispose d'onduleurs, elle dispose de systèmes de climatisation, elle dispose de systèmes de supervision, elle dispose de détection-extinction incendie. Alors, groupe électrogène, c'est un peu difficile de mettre un groupe électrogène à gasoil dans une baie, mais néanmoins elle peut être secourue par le site aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vous ferai pas de présentation de produits, donc sachez que tous les produits sont disponibles de différents fournisseurs, bien évidemment, qui vont de la simple baie jusqu'au conteneur extérieur, multi-conteneurs, qui permettent de déployer aussi bien en intérieur qu'en extérieur des systèmes très denses. C'est une chose qu'il faut retenir aussi, c'est que supercalculateur
gros moulinage de données signifie que des baies à 3-4 kW, ce n'est pas suffisant pour la plupart des besoins qui vont arriver. On parle plutôt maintenant de baies au minimum à 10-12 kW, ce qui est déjà plus compliqué à exploiter. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les besoins des clients, les besoins des utilisateurs maintenant de plus en plus, sont plus d'aller voir un fournisseur de baies pour lui fournir un micro data center par exemple, et un fournisseur d'IT pour lui fournir les serveurs, et un intégrateur logiciel pour développer les solutions logicielles. Ce qu'il va rechercher de plus en plus, c'est un intégrateur global qui lui fournit une solution qui sera aussi potentiellement financée et facturée à l'usage. Pourquoi? Parce que, bon, ce n'est pas l'objet de la présentation ici, mais comment dirais-je, le cycle de vie maintenant, le cycle de refresh sur lequel on est sur ces infrastructures, fait que l'achat en CAPEX de ce genre d'infrastructure, c'est quasiment plus au bout du jour. Donc les clients veulent des choses qui sont financées, qui sont facturées à l'usage, de manière à pouvoir avoir l'agilité et la flexibilité dans leur cycle de vie applicatif et de microservices. Voilà. J'en ai fini, j'ai un petit peu dépassé, 1 minute. Si vous avez des questions, je vous remercie.